Bonjour. Pour la quatrième partie de l'introduction à la politique, grâce aux citations de célèbres penseurs par Jean-Christophe Godin. Alors évidemment, chaque citation est une pièce du puzzle de la compréhension de la politique. On va commencer par une citation de Stéphane Zweig. Dans la politique et dans la vie, les demi-mesures et les hypocrisies font toujours plus de mal que les décisions nettes et énergiques. À toi, D'abord, JC. ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne suis pas entièrement d'accord avec cette citation. Il vaut mieux éviter l'emploi des mots toujours ou jamais dans la nature Oui. humaine. C'est-à-dire que toutes les règles humaines ont des exceptions. Donc, employer des mots comme toujours ou jamais, ce n'est pas efficace. Bon, ceci étant dit, les hypocrites en tant que chefs politiques, ça fait généralement plus de mal qu'un homme politique honnête et qui dit la vérité. Donc, l'hypocrisie est mauvaise conseillère pour l'homme politique sage. Bon, et puis après, une fois qu'on est un homme politique, un chef, un leader, il vaut mieux dire à son peuple des décisions claires, nettes, simples et précises pour que ça puisse adhérer à un maximum de la population. Si on dit des choses trop compliquées, trop ésotériques ou je ne sais pas quoi, la population ne va pas comprendre. Donc c'est pour ça qu'il faut faire des choses, des décisions politiques les plus simples et nettes possibles. Et une fois qu'on a décidé, il faut y mettre un maximum d'énergie pour réaliser ces objectifs. À toi, Gilbert. Mhm. Oui, tu as raison de souligner le pas toujours, hein. C'est pas, ils font toujours plus de mal. Tu relativises là-dessus, ça, c'est vrai. Et aussi dans la bonne politique, comme tu dis. Car en contre-exemple, on a les fachos d'Hitler et compagnie qui prenaient des décisions nettes et énergiques eux aussi, ce qui fut un désastre pour les Juifs et l'humanité, hein. Comme quoi, ce n'est pas toujours bien. Enfin. On va continuer par une deuxième citation de Delphine de Girardin, écrivaine du XIXe siècle. Elle dit, en politique comme en religion, il s'agit bien moins d'édifier les dévots que de convertir les incrédules. Qu'est-ce que t'en dis, JC? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la nature humaine est très diversifiée. C'est-à-dire un peu, on a tous les goûts sont dans la nature. Donc, en fait, en politique, on a une division naturelle de la population en plein de petits partis politiques. Et rarement, on a un parti politique qui a directement la majorité. Ainsi, un petit parti politique, pour gagner les élections, doit unir d'autres électeurs, ne doit pas se cantonner à son précaré et doit convertir, doit convaincre les autres membres du parti, d'autres partis. Il doit, pour lui, convaincre les incrédules à sa philosophie politique et pas rester dans son précaré à dire toujours la même chose à une bande de convertis, de dévots qui diront toujours oui, oui, oui. Donc ainsi, la politique, c'est surtout pour gagner les élections, de d'unir un maximum de personnes pour avoir 50% plus une voix. Et donc pour ça, comme on n'a pas la majorité au départ et qu'on n'a qu'un petit pourcentage au départ, il faut donc convertir un maximum d'autres. À toi, Gilbert. Oui, convertir les incrédules, hein, c'est pas facile, hein. Par exemple, dans l'histoire du féminisme, on a dû lutter contre les incrédules. Une des plus célèbres avec Delphine de Girardin, c'est George Sand, qui a lutté contre les incrédules qui considéraient la femme non pas comme l'égale de l'homme, mais comme son inférieur. Alors, il la considérait comme une esclave, bonne à faire des enfants, évidemment. Ça,
là, depuis la Bible, hein, elle en faisait la pécheresse fondamentale à cause d'Ève. Adam et Ève, on sait ce qu'elle a fait, enfin ce qu'on lui dit d'avoir fait, manger la pomme, etc. Manger, donc elle a dévoyé Adam, bon, etc. C'est complètement. Bon, elles n'avaient pas le droit de se marier, les femmes à l'époque, hein, de se marier librement. Elles étaient obligées d'épouser un mari, on l'a forcé. Bon, elle était soumise au mariage forcé, hein. Par suite, il y a eu Simone de Beauvoir, après, bien après, hein, qui a écrit Le deuxième sexe en démontrant comment on conditionne les petites filles dans un rôle préétabli par la religion et le patriarcat. Sa plus célèbre maxime, on la connaît, enfin beaucoup, hein, on ne naît pas femme, on le devient. Voilà. Ça, c'était une grande conversion des incrédules parce que maintenant, ça y est, c'est passé dans les mœurs. Mais ça a été long, hein. Enfin bon, continuons par une troisième citation de Charles de Gaulle. Ah, celle-là, elle est pas mal. La politique, quand elle est un art et un service, non point une exploitation, c'est une action et un idéal à travers des réalités. À toi, JC, c'est pas mal ça. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, il y a deux types de leaders politiques. Il y a ceux qui veulent servir la patrie fondamentalement et ceux qui veulent se servir pour avoir plus d'intérêt, plus de richesse, plus de pouvoir. Donc, il y a ceux qui servent et ceux qui se servent. Mais, bien évidemment, la bonne politique, c'est ceux qui servent la patrie d'abord et pas leur intérêt d'abord. Une fois ceci étant dit, bien sûr, Charles de Gaulle était un illustre personnage politique qui était pour servir la patrie d'abord, bien évidemment. Et après, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il faut avoir un idéal. Il faut penser la politique, se projeter dans le futur, gouverner, c'est prévoir. Donc, il faut avoir un idéal, mais pas un idéal utopiste qui est réalisable, mais un idéal le plus réaliste possible. Et après, une fois qu'on a défini ça, il faut le mettre en action. Par exemple, Charles de Gaulle voulait l'indépendance énergétique électrique française et pour ça, il a été conseillé par tous les scientifiques français et c'est pour ça qu'il nous a construit plein de centrales nucléaires pour produire nous-mêmes en autonomie notre électricité. Et ça a demandé une action sur du très long terme en réunissant des milliers de compétences différentes. À toi, Gilbert. Oui, c'est bien. Oui, il faut avoir un idéal réaliste, pas utopique et pas immoral, comme l'exploitation, comme il est dit là. Les idéaux des révolutionnaires communistes, tels que les marxistes, Lénine et Trotsky, ont réussi à réaliser leurs idéaux en Russie en 1917, ce qui leur a donné des années d'efforts, de persévérance avant de réaliser leur idéal. Pour construire leur idéal, ils ont dû étudier pendant de longues années, entre autres les grands penseurs tels que Engels, Marx, Rousseau, Montesquieu, les socialistes Fourier et Saint-Simon, les Français, Proudhon aussi, etc. C'est vrai qu'il a fallu vraiment beaucoup réfléchir et puis dans l'histoire, ça s'est mis en place. Voilà, bon, il faut être réaliste, hein. Voilà. Bon, continuons par une quatrième citation de Raymond Aron. Alors justement, ça suit un peu de Gaulle, d'ailleurs, c'était juste après, hein, enfin à peu près à la même époque. Le choix en politique n'est pas entre le bien et le mal, mais entre le préférable et le détestable. Ça, c'est pas mal. Je, À toi, nu- JC. je nuancerai un petit bémol de cette citation en disant que parfois l'homme politique a des dossiers simples entre le choix, entre le bien et le mal, plein de petits exemples. Donc il faut nuancer un peu cette citation, mais le fond est bon. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette citation? Elle nous dit que même un sage politicien, leader,
devra s'enquérir de tous les avis des experts pour une certaine problématique, dilemme. Et une fois qu'il a pris tous les avis, il devra se retrouver seul face à lui-même et devra, à la fin des fins, utiliser sa propre subjectivité pour décider à la fin s'il prend la direction A ou la direction B. Donc, au bout du compte, c'est sa subjectivité qui choisira entre son préférable ou son détestable. Ça, c'est très surprenant à comprendre la première fois, où on a l'impression que les hommes politiques sont plutôt objectifs, mais en fait, non, à la fin des fins,